eu la chance de voir mon grand-père en faire 2 ou 3 ciels de case en terre, donc en argile. Et il m'a surtout montré les lieux où prendre les bonnes terres. Haïma Wale Opoya est le chef du village de Talwen, sur le Haut-Maroni. Depuis des années, il s'investit pour faire connaître l'histoire de son peuple, surtout auprès des jeunes Amérindiens qui sont partagés entre la coutume et la société moderne. Selon les traditions Wayana, le Tukushipan est construit au centre du village. Un lieu communautaire pour les réunions, les fêtes traditionnelles et l'accueil des visiteurs. Le ciel de case, on met sous le Tukushipan et il sert justement à protéger la communauté ainsi que le village. Et on dit qu'il chasse les mauvais esprits. À l'âge de 14 ans, Haïma Wale a commencé à peindre les Waluana avec son grand-père. Il lui a appris les motifs, l'histoire et les légendes se rapportant au ciel de case. On a à peu près 25 motifs connus et d'autres sont moins connus et d'autres encore, on ne sait pas vraiment les significations. Là, donc, c'est le jaguar. Donc, en fait, c'est un félin à 2 têtes qui était très dangereux pour l'homme. Et là, c'est les esprits des eaux, donc ce qu'on appelle moulokot, donc c'est un poisson animal. En fait, c'est un esprit d'eau d'un lac, apparemment, qu'on parle beaucoup dans la légende. Et puis, ils vivent dans les environs de Tumucumac, apparemment. Après, il y a la tortue. Donc, la tortue, c'est la femme de Dieu, Kuyuli, qui s'est transformée pendant la déluge, donc l'inondation, quoi. Et puis, pour protéger ses enfants, il a transformé sa femme en tortue sous-marine et ses enfants en œufs. Il y a un seul endroit où on retrouve des figures peintes. C'est à la Mamilipan, dans un abri sous roche de cet Inselberg. C'est là que doit se rendre Haïma Wale dans le cadre d'une expédition. C'est le seul site connu avec des peintures gravées. Pour moi, personnellement, c'est très important parce que il y a des motifs, des ciels de case qu'on peut voir sur les peintures gravées de ce site. Il y a notamment Moulokot, l'anaconda et beaucoup de grenouilles. Je vais emmener mon fils sur ce fameux le site qu'on appelle Mamilipan pour lui montrer justement des peintures gravées qui sont sur ces murs. Mon fils s'appelle Opoya Fabrice Kaitan, Fabrice en français, Kaitan en Wayana. Donc il a 10 ans et il est en classe CM2 à Taloué. Il est très intéressé aussi par les peintures, il dessine beaucoup. Éric Pelé est le président d'Alabama, l'association qui organise l'expédition. La préfecture a donné son accord pour l'accès à cette zone réglementée. Éric se rend à la direction des affaires culturelles qui assure l'inventaire et la protection du patrimoine archéologique. On est venu aujourd'hui pour avoir des informations un petit peu plus précises sur l'intérêt archéologique du site de la Mamilipan. Le site de la Mamilipan, c'est un site exceptionnel en Guyane puisque c'est d'abord le seul site qui abrite des peintures. Parce que pour l'essentiel, les manifestations de ce genre qu'on connaît en Guyane sont des gravures, des roches gravées, essentiellement en plein air. Là, il s'agit d'un petit abri avec un panneau peint, donc c'est unique en Guyane pour l'instant. Et également le registre iconographique que l'on trouve, des peintures que l'on trouve sur le site, est également unique ici pour l'instant. Il ne se rattache à rien de ce que l'on connaît immédiatement chez nos voisins au Brésil ou au Suriname. Il est composé donc de figures anthropomorphes, zoomorphes, mais également beaucoup de motifs abstraits, donc qui sont encore en cours d'étude pour l'heure, pour essayer de le rattacher à quelque chose. Et ce registre-là, donc, il ne se retrouve pour l'instant pas du tout non plus dans tout ce que l'on connaît en matière de roches gravées, donc de pétroglyphes. On a là donc un ensemble peint qui est unique, tant par
la matière qui a permis de le réaliser que par le registre iconographique. La connaissance archéologique, elle s'effectue en 2 temps. La découverte d'abord du site par François Susky, qui est venu déclarer cette découverte à la DRAC, et qui a lancé donc les premières missions d'exploration sur la mamie Lipan. Susky, au cours de ses nombreux vols en Guyane, avait repéré cette montagne. Elle était magnifique, elle a accroché son cœur. Il l'appelait d'ailleurs un éléphant de mer couché sur la montagne. Et puis il l'a trouvé fantastique, il l'a trouvé très jolie. Et il a décidé un jour d'y aller à pied. Il a monté une expédition avec les Wayana de Dante Kumpata. Et on a vu ce qu'il a trouvé. À l'époque, ça avait fait la une de la presse. Ça a été magnifique. Susky, il y a très très longtemps qu'on se connaît, depuis les années 1974. On a travaillé ensemble longtemps. On a fait des vols dans toutes les parties de la Guyane. On a eu beaucoup d'aventures ensemble. Et c'est un homme pour qui j'ai beaucoup de respect. Je suis volé plusieurs fois. Ah oui, beaucoup. Jusqu'au moment où j'avais des moyens d'y aller. Et je ne savais pas très bien ce qui m'attendait. On a mis sur le fleuve 3 jours. 3 jours. Et après, on a mis 3 jours à pied. Parce que moi, il ne faut pas oublier, avec l'âge, 60 quelques années. 68 ans. Oui, donc, ça ne veut pas dire que les plus jeunes marchaient plus vite que moi. Départ de Cayenne pour les participants de l'expédition. Destination Maripasoula et le fleuve Maroni. De là, c'est en pirogue qu'ils rejoignent le village de Talouenne, où les attend Haïma Wala. Là, on part de Talouenne, il est à peu près 9h. On est avec 2 pirogues. Donc, il y a la mienne et l'autre de Jésus. On est à peu près une vingtaine de personnes, dont 4 piroguiers, donc moi-même et 2 autres Amérindiens qui nous accompagnent. L'un s'appelle Yankusu et l'autre Umoyuala. Et un autre encore Wari. Wari qui est mon takariste. Là, on va passer les sauts qui sont dangereux parce que c'est la saison sèche en ce moment. Et il y a beaucoup de rochers qui vont nous barrer la route. C'est l'expérience qui va jouer. Et puis j'espère qu'on va bien arriver. On part de Talouenne, le petit village où habite Haïma. Donc un petit village amérindien, une centaine de familles à peu près qui vit ici. Donc on part tôt ce matin pour naviguer au moins sur 2 journées sur le fleuve Litani. À partir d'ici, le fleuve change de nom puisqu'on est en pays amérindien. Donc le fleuve porte le nom amérindien de cette rivière, la Litani. Aujourd'hui, on part pour une bonne journée de navigation. Donc là, on a déjà une petite heure qui va être plutôt tranquille avant d'attaquer le saut Pantekoum, qui est un rapide assez important. Il y a je pense une bonne dizaine de mètres de dénivelé sur plusieurs centaines de mètres.
Le saut en Tékoum est toujours un point un peu stratégique parce qu'il y a là un danger important pour tout le monde. Ensuite, une fois qu'on a passé le saut en Tékoum, on retrouve un fleuve beaucoup plus paisible avec toujours énormément de roches. Il est 16h30, donc il faut qu'on s'arrête parce que la nuit tombe à partir de 18h30. On commence à avoir la pénombre qui apparaît et 19h c'est la nuit complète. Donc il faut qu'on installe le camp assez tôt parce que là on s'arrête sur une belle roche plate qui va nous permettre de faire tout le stand popote, le repas du soir. Et donc il faut aussi qu'on aménage un petit peu en forêt parce que d'une part on est nombreux et puis deuxièmement c'est un camp qui a dû servir puisqu'il y a quelques structures de bois qui ont été montées il y a très longtemps, donc il va falloir qu'on les consolide un petit peu. Donc on s'arrête là assez tôt pour pouvoir préparer un petit peu tout ça tant qu'il fait jour et passer une bonne première soirée en forêt avec le chant des toucans, passage des haras. Il y a l'air d'y avoir déjà pas mal de vie sur ce petit coin de paradis. Une fois le campement installé, Haïma part avec son fils. Il veut initier Fabrice à la réalisation des cannes à pêche selon la tradition. Là, c'est le bois pour faire la canne à pêche. Le bois qu'on appelle okaepo. On coupe les petits bois comme ça bien droits. Parce qu'il y en a plein qui sont tordus. Donc on essaie de prendre les plus droits possible. Et avec le feu, on essaie justement de le mettre bien droit. Et en le mettant au-dessus du feu, le bois cuit et ça va être plus léger quand on épluche le bois. Pour ces expéditions, beaucoup de nourriture déshydratée, du riz, du couac, mais ce soir, au menu, un poisson pêché par Gérald. Ça c'est un ail marin qui a été attrapé à la trappe, rien de très glorieux mais quand même. Donc c'est un des carnassiers de Guyane, les plus connus, qui est impressionnant parce qu'il a vraiment un profil de poisson préhistorique et des dents acérées assez impressionnantes. Et en gros, il n'a pas vraiment de prédateurs, il mange même les petits caïmans et à part l'homme, il est tranquille. Voilà, celui-là il fait à peu près 10 kilos. Tu en as trouvé un autre? La nuit tombée, Fabrice part à la pêche avec son couteau. Tac, il l'a eu, tu as vu? Ah, bravo mon gars. Alors là. Depuis 30 ans, l'association Alabama organise des expéditions réunissant des passionnés de nature, de sciences, d'histoire et d'aventure. C'est en 2000 qu'Haïma Wale a rejoint l'association. J'ai appris qu'ils font des missions, des sorties en pleine forêt, souvent. Et moi, ça m'a beaucoup inspiré quand j'ai entendu ça, parce que je pense que grâce à elle, grâce à l'association, en tout cas, j'ai fait des missions que j'ai toujours voulu faire en tant que Wayana.
et surtout en tant que militante, on peut dire, de mon identité, quoi. Donc, Wayana. Donc en même temps, j'avais plein de questions qui restent toujours d'ailleurs suspendues. Et donc la découverte, pour moi, c'était très très important, quoi. Donc, deuxième jour de navigation sur la Litanie. Journée qui va être similaire à la fin de celle d'hier. On aura un saut, un rapide à passer, le saut Lavaux, qui est une barre franche d'1,50 m, 2 mètres peut-être maximum de dénivelé. Donc là, on sera obligé de tirer le bateau à travers le courant. On arrivera certainement en début d'après-midi sur le point de départ de la partie terrestre de l'expédition. Donc on aura le temps de faire un petit camp pour la nuit et puis surtout de reconditionner tout notre matériel pour faire des sacs à dos qui soient le plus complets possible, qui soient adaptés en termes de poids à chacun d'entre nous et d'emmener tout ce dont on a besoin pour ensuite une semaine dans le Grand Bois. Haïm Awalé décide de faire une pêche à la nivrée. Cette technique traditionnelle utilise la sève d'une liane toxique pour asphyxier les poissons. Il y a mon fils qui est avec moi, donc il veut vraiment, il est curieux surtout, hein. Et il veut vraiment voir, parce qu'il a entendu parler, par exemple, les grandes nivrées. On a fait une petite nivrée, mais un mini nivrée, hein, avec les lianes, hali. On a trouvé juste au coin, quoi, mais c'était juste des pieds, hein. Donc les gens avaient déjà coupé des gros. Et là, il restait pratiquement que des racines. Et avec ça, on a fait donc une mini nivrée. Et puis plein de petits poissons sont sortis. Et il était vraiment content parce que c'était une façon de pêcher. Et lui, il a attrapé beaucoup de poissons. Notamment des gros poissons qu'on appelle hockey, des gros noirs là, avec des épines au niveau de la tête. Et c'est très délicieux. Et il a pêché ça avec une petite harpon, avec un bout en fer et puis une petite arbalète derrière. Donc ça permet de flécher comme une petite arc. Ça c'est la liane spéciale pour faire des Valérie. J'ai trouvé en forêt. Il s'appelle Mamie. Pour cette expédition en autonomie complète pendant 15 jours, on est parti avec 2 médecins et un kiné. L'intérêt d'avoir un médecin dans une expédition engagée de ce type, c'est pour 3 raisons. La première, c'est gérer les urgences. La seconde, c'est décider s'il faut évacuer un blessé ou non. Et 3, c'est gérer le groupe globalement sur le plan sanitaire. Ici, on a ce que nous, métropolitains, utilisons pour les soins courants en forêt, mais les Amérindiens, ils n'ont pas forcément accès à tout ça, ils s'en passent. Donc ils ont, eux, l'habitude d'utiliser les plantes, donc la pharmacopée traditionnelle. Et c'est vrai qu'ils se débrouillent très bien avec les plantes, les racines, les lianes, les feuilles. À partir du moment où ils maîtrisent bien, effectivement, le choix de la bonne plante. Et par contre, ils ne maîtrisent pas trop les dosages, mais en l'occurrence, ils sont très autonomes. Et on est étonné de voir qu'ils se gèrent assez facilement.
On arrive à échanger si besoin pour l'utilisation d'un médicament ou l'autre, mais habituellement ils sont capables de faire des tisanes avec des feuilles, de râper des lianes et de se faire des médicaments courants. Donc au final, ils sont parfaitement autonomes par rapport à nous. Ils partent des sacs très légers, ce qui fait qu'ils sont beaucoup plus fluides et rapides en forêt. Quand ils ont besoin de quelque chose, ils se servent de ce qu'ils trouvent autour d'eux. Ils fabriquent un sac à dos avec des feuilles en faisant ce qu'ils appellent un katouri. Ils ont par exemple besoin d'une ceinture, ils se coupent une liane et ils font une ceinture avec des lianes qui sont très résistantes. Ils sont vraiment pleinement autonomes avec le milieu qui maîtrisent parfaitement, que ce soit pour le quotidien, pour les soins ou pour tout le reste. Ils sont vraiment en harmonie dans la nature et nous, on apparaît un peu comme des étrangers et des intrus dans ce milieu avec nos équipements qui ne sont pas forcément tout à fait adaptés au milieu. Du Dégras jusqu'à l'Inselberg, à peu près 2 journées de marche. Et donc ce site est très important pour nous, en tout cas pour les Wayanas, parce qu'il y a des peintures gravées, il y a aussi des grottes qui sont en bas, aux alentours. Donc c'est un site sacré qu'on a toujours évoqué justement dans nos mémoires oraux. Par exemple, on raconte l'histoire de Tulupele, qui était un monstre tué par Kailawa. Et c'était vraiment aux environs de ce débarcadère. Donc pour moi, qui est un curieux de l'histoire wayana, je pense que tout se relie ensemble. Donc la mémoire orale nous a permis justement de redécouvrir cet Inselberg qui était complètement oublié par les Wayanas d'aujourd'hui. Donc on a réparti les charges dans les sacs. C'est comme prévu assez lourd. La moitié du poids, ça va être la nourriture, un peu de liquide, parce que pour la convivialité du soir, il faut du rhum. C'est toujours apprécié autour du feu. Donc tout ça fait qu'on arrive à des sacs d'environ une trentaine de kilos chacun. Ça va être lourd. Donc bon, on part avec, et on va adapter notre rythme de marche avec ça. Le terrain est, comme toujours en forêt, très difficile, avec des troncs en travers qu'il faut enjamber, en des fois posant le sac dessus pour pouvoir passer, parce que bon, les fûts d'arbres, pour la plupart ici, sont quand même assez volumineux, donc c'est pas des petits troncs de 10 cm, ceux-là c'est très simple, mais alors les plus gros c'est toujours un peu compliqué. Enfin tout ça est très physique et c'est dur pour tout le monde. On a tracé le Léant et on avance petit à petit parce que tracer le Léant avec un sac à dos sur le dos, c'est quand même lourd et c'est surtout ça nous ralentit énormément l'avancée.
Première journée, à peu près 4 km de fait, avec un camp au bord d'une toute petite rivière, ce qu'on appelle ici nous un cricot, quoi. Donc de quoi avoir de l'eau pour manger, faire la cuisine, boire et puis prendre pas un bain mais au moins une douche avec une bouteille à se verser sur la tête. Donc c'est sympa, mais comme ça fait 2 jours qu'on est parti, la mise en jambe elle est encore là. C'est un peu difficile. Et on boit 6, 7, 8 litres par jour, mais on doit en dépenser 10 en transpiration. Mais bon, ça reste tellement beau, tellement magique. Mais là, à 5h moins quart, on a hâte de rentrer, d'arriver au camp. Il faudra encore faire les bâches, se laver dans la crique. Bon, c'est du plaisir en même temps, mais il y a encore tout ça à faire avant de s'installer autour du feu. Après 2 jours de marche, c'est l'installation du camp de base à 2 km de l'Inselberg Lama-Milipan. Aménagement d'une table pour la nourriture, d'une retenue d'eau pour la baignade. Demain, l'objectif sera atteint, la découverte des peintures rupestres. Là, je suis avec mon fils, il veut absolument être sur le rocher déjà, quoi. Et puis malheureusement il y a encore quelques kilomètres à faire. Et puis le terrain était pas si mauvais que ça en fait. On a pu, avec l'ensemble d'équipe, on n'a pas vraiment eu énormément de difficultés pour la traversée, donc pour la marche. À l'issue d'une belle escalade, tous arrivent à l'abri sous roche qui est dans la partie sud-sud-est de l'Inselberg. C'est là que Fabrice découvre ces peintures réparties sur une quinzaine de mètres. Des motifs qui se situent à mi-pente de l'Inselberg et qui témoignent d'une occupation ancienne. Peut-être des ancêtres de Fabrice et d'Aïma. La dernière fois, j'avais vu, parce que là, les morceaux partent vite. Hein. Il y avait ça, normalement, qui se rejoignait là. Et ça, c'est la tête du serpent, normalement. Qui va comme ça. Comme ça, et les bras là. Et son corps, il monte jusque là. Donc ça fait un boucle, normalement. Et toute espèce d'hommes et croix sont à l'intérieur. Ce qui veut dire ils ont été... il y avait probablement une histoire avec un anaconda ici, qui prouve justement l'histoire orale de chez nous, en parlant du dégrat de Mamilipan, justement, là où il parlait qu'il y avait un monstre anaconda qu'on appelait Tulupede. Aujourd'hui, nous on appelle, les Wayana appellent Okopi, en fait c'est le dieu du sang. On dit que par sa queue, il peut justement envoyer des maladies à n'importe qui, hein, plutôt aux hommes. Et les chamans utilisaient beaucoup autrefois. Donc ça, c'est très visible. Et on les dessine comme ça. Pour moi, là, c'est vraiment un crapaud. Oui, c'est ça, grenouille ou crapaud. Celui qui fait crank, crank. Ça, c'est crapaud, je crois. La grenouille, c'est en bas. Ouais, c'est le crapaud, je pense.
quand il y avait la déluge, on dit que le monde a été coulé jusqu'au mi des Inselberg. Et les dieux se sont réfugiés justement sur le sommet des Inselberg, qu'on connaît aujourd'hui, notamment le Tukushipan. C'est là qu'il y a eu le déluge en fait, sur le Tukushipan, qu'on voit vraiment au sud, là, en plein sud, depuis Mamilekpa. Apparemment c'était un gros scarbé, et les dieux des enfants, pour venger leur mère qui était tuée par le jaguar, ont transformé en rocher, donc en Inselberg. C'est comme ça qu'on raconte dans l'histoire. L'endroit choisi par ceux qui ont peint ces fresques surplombe la forêt équatoriale de 200 mètres. Cet abri sous roche était-il un lieu de culte, de cérémonie? Comment interpréter ces motifs? Le mystère reste entier. Là, je pense que c'est un homme, tu vois, les pieds, les pieds, le ventre, les bras et la tête, là, je crois. Là, c'est un croix, je ne sais pas trop ce que c'est. Après, il y a un grand trait, là. Un grand trait qui est... Là, c'est un animal, c'est un oiseau, probablement. La tête qui est là. Et là, la queue, je pense. Ça sent les ailes, je pense. Quand Susskind il arrivait sur cette montagne, il prenait la pente, il absorbait la pente avec son avion, il décrochait sur la façade et il tournait en plongeant de l'autre côté, les grottes. Et la grotte, il l'a vue dans l'avion, il le savait, mais il n'a pas vu les peintures, bien sûr. Mais il a vu ce truc-là, mais il survolait comme ça, il montait. Oh, c'était impressionnant, quoi, je veux dire, c'est fou, quoi. Ce qu'avait trouvé Susskind était formidable et ça m'a donné l'envie de faire quelque chose. À l'époque, M. Mazières était responsable de la DRAC. Sa femme était archéologue. Il y avait également un jeune vat qui s'appelait Michael Mestre, qui est à l'INRAP maintenant. Donc j'ai proposé, puisque je connaissais M. Mazières, de monter une expédition sous certaines conditions. Pas d'hélicoptère, parce que en fait, il était important que les Indiens viennent avec nous, c'était quand même leur montagne. On utilisait les mêmes guides qu'avec Susskind, donc Mimisiku, Eliapalou et Mancini. Et on passait par la rivière Mamilipan. La crique Mamilipan, c'est quelque chose aussi de fantastique. C'est une rivière qui est tout dans les pinotières, avec des affluents de tous côtés, assez difficile à remonter. Et nous avons mis 4 ou 5 jours, je me rappelle, pour remonter cette crique. Nous sommes arrivés sur le camp Susskind, après avoir marché un petit peu, bien sûr. Et là, comme nous étions vers midi, on a décidé d'aller directement sur la montagne. On a suivi Mimisiku, qui est passé par le haut. Et le haut, le passage vers les grottes est assez abrupt et dangereux. Les archéologues n'ont pas voulu nous suivre. Et nous avons été les seuls à découvrir les peintures. Donc, colère des archéologues un petit peu, mais on a remis ça le lendemain. Et nous sommes passés par le bas le lendemain, avec des conditions beaucoup plus faciles. Et là, les archéologues ont découvert les peintures sur les grottes. Ça a été formidable, vu leur émotion, parce que, en ce qui me concerne, il faut bien vous dire que j'étais le seul à ne pas voir les peintures, vu que je suis un petit peu daltonien, et que les couleurs étaient tellement passées que je ne voyais pas les peintures. Il a fallu, pour la petite histoire, que quelqu'un me les montre du doigt pour que je puisse les voir. Les relevés effectués en 1996 par les archéologues Marlène et Guy Mazières avaient permis de recenser 135 peintures, parmi lesquelles 11 représentations humaines, 2 d'animaux, 7 de serpents,
40 figures composées d'étoiles, de croix et de nombreuses formes géométriques. Cet ensemble de peintures rupestres constitue un témoignage important du passé amérindien sur le plateau des Guyanes. C'est pourquoi la Direction des Affaires culturelles veut le protéger. Il bénéficie déjà d'une protection qui est l'inscription monument historique. Et nous souhaiterions pouvoir passer à le proposer, en tout cas, au classement monument historique, donc qui est l'échelon le plus haut de protection administrative pour ce site. Alors nous souhaitons passer au classement parce que d'abord il est reconnu comme étant un des monuments phares de la Guyane pour ces périodes-là, c'est-à-dire bien qu'il ne soit pas daté, ce sont les périodes qui précèdent l'arrivée des Européens, qui précèdent la colonisation, donc les périodes amérindiennes anciennes. Et puis nous souhaitons également porter ce niveau de protection au plus haut parce qu'il est menacé, c'est un environnement qui est extrêmement fragile. Les dernières études ont montré qu'il y avait des niveaux d'occupation qui étaient intacts, c'est-à-dire qui n'avaient pas bougé depuis l'abandon du site. Et vous le savez comme moi, dans la forêt guyanaise, les indices sont très ténus, la forêt bouge beaucoup, ce sont des milieux extrêmement fragiles, même s'ils ont l'air comme ça d'être monolithes et d'être... En réalité, ils sont très fragiles. Et le passage répété de gens sur cet environnement-là est très préjudiciable à la conservation de tous ces vestiges. La dernière mission a permis donc d'effectuer une série de prélèvements sur les zones d'occupation et de prélever donc des charbons, enfin tout un tas d'éléments qui peuvent être, eux, par contre, datés et corrélés peut-être, ça l'avenir le dira, avec les éléments peints et donc pouvoir proposer, sinon une datation, en tout cas une fourchette chronologique. On a une forte occupation collée à ce machin, tu vois, collée à l'Inselberg. Et à côté, on a un énorme village qui est pour l'instant protégé par une cambrouse épaisse, impossible d'y accéder, hein, c'est même pas la peine. Tant mieux, ça protège. Et toute une série de chemins, ça c'est le lidar qui le montre, qui vont directement sur ces zones de libation. La terre a été un peu creusée. Ah oui, c'est des chemins comme, moi dans les Pyrénées par exemple, c'est des chemins creusés. C'est-à-dire le passage fait qu'aujourd'hui, si tu veux, là c'est la même chose. Donc tu as un village avec une concentration comme ça de tous les chemins qui arrivent à ce village. Dans la grotte située plus bas, Haïm Awalé recherche des traces d'occupation ancienne. Ici, la roche porte encore l'empreinte de la fabrication des haches et des pointes de flèches. Là, il y a des polissoirs, hein. Il y a plein là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 au moins. Pour les Wayanas, ça a apporté énormément de choses. Je crois qu'ils ont montré énormément d'intérêt sur ce qu'ils ont trouvé. Ils ont fait participer les gens du village, ils ont communiqué et il y a des choses intéressantes qui en sont ressorties. Regardez avec Haïma maintenant, ce qu'il veut apporter à son fils. Chez Mimisikou, ça a été pareil, il a transmis. Les jeunes Antekoum ont monté une association. C'est quelque chose d'extrêmement positif, très positif. C'est la 3e fois que je viens, 2 fois avec l'association, et c'est toujours fantastique. C'est difficile, c'est très dur. Je veux dire que quelque part, la montagne, elle doit se mériter. Y aller en hélico ou autre, il semble que c'est presque une violation de l'intérêt qu'elle peut porter. Il faut le mériter, il faut souffrir et on apprécie beaucoup plus ce qu'on trouve. Je m'étais promis que cette fois-ci, je monterais jusqu'en haut. Je n'étais jamais monté. Cette fois-ci, je suis allé. C'était un défi. J'y suis arrivé. Il y a presque maintenant 20 ans, on a fait une expédition qui nous a menés dans les Tumucumac et ensuite sur le grand fleuve du Brésil, le Jari, qui se jette dans l'Amazone. Et à cette occasion, j'ai fait la rencontre d'un Amérindien
Aimawale Opoya. Et lors de cette expédition, on a sympathisé et il est très féru de son passé, de ses traditions amérindiennes Wayana. Et il m'a parlé à l'époque d'un rituel qui se fait chez les Wayana qu'on appelle le maraké. Et en discutant, il me disait, ben voilà, si tu veux participer un jour à ce maraké, tu seras le bienvenu. Et puis, il s'est passé plusieurs années et en 2003, un grand maraké a été organisé à Talwen et Twenke. Et donc, j'ai eu la chance d'y participer. Donc, c'est un rituel qui se passe sur 3 mois avec beaucoup de danses différentes, beaucoup de rites. Et dans ce maraké, il y a des éléments qui sont importants, qui sont les animaux de la mythologie des Wayana, les représentations qu'on peut retrouver sur les ciels de case, comme la chenille urticante, le jaguar, la tortue, Molokote, qui est un poisson, mi-poisson, mi-homme ou mi-dragon en fonction. Pendant 3 mois, j'ai fabriqué mon Molokote qui allait contenir les fourmis flamandes qui seraient utilisées à la fin du maraké. Et ce qui est extraordinaire avec l'expédition qu'on vient de faire aujourd'hui sur la Mamélipane, c'est qu'on a retrouvé des figures identiques au ciel de case d'Aimawale et de la mythologie amérindienne. Et donc aussi, il y a un lien avec le maraké. Donc c'est vraiment, on se rend compte que c'est une mythologie qui est très ancienne, qui a été continuée dans l'oralité des Wayana. Donc je dis à mon fils que les images qu'on voit vraiment claires, quoi, sur laquelle on est sûr, et qu'il connaît parce qu'il a déjà vu sur les ciels de case, en tout cas sur mes ciels de case. Donc ce que je dis, il y a la grenouille qui est bien visible, le moulokote qui est bien visible aussi, le okopi. Après, il y a l'anaconda. Après, là, je pense que c'est un oiseau qu'on voit bien à l'œil nu, mais je n'ai pas refait sur les ciels de case. On a découvert plein de motifs, mais beaucoup ne sont pas connus des Wayana. Avant de quitter ce lieu magique, les participants veulent assister au lever du soleil depuis le sommet de l'Inselberg. Ils entament l'ascension de nuit. Avec cette expédition, Aimawale a partagé avec son fils le savoir qu'il avait reçu de son père et de son grand-père.